Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour. Super, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, merci à tous d'être là pour ce premier webinaire de l'année. Comme tous les webinaires, il va être enregistré, donc vous pouvez le regarder en replay ou le partager avec vos équipes dès qu'il sera terminé. Vous avez également le chat qui est disponible tout au long du webinaire, également des questions. Donc n'hésitez pas à partager avec nous. On a des équipes derrière pour répondre en ligne si jamais Sébastien et moi ne pouvons pas répondre en direct. Et je me permettrai aussi au courant du webinaire de partager avec vous 2 sondages tout simples sur des questions concernant l'aspect plutôt réglementaire qu'on va aborder en fin de webinaire. Donc voilà, c'est juste pour me faire un peu une idée sur le profil et les questions que vous pourriez vous poser. Donc on va commencer. Alors déjà, qui sommes-nous? Sébastien, vous le connaissez déjà, je pense. C'est lui qui fait tous les webinaires de cybersécurité pour Kiwi Backup, gérant et directeur technique. Moi-même, vous devez moins me connaître. Je vous écris beaucoup, mais jusqu'à présent, je ne vous parlais pas trop. Donc, je m'occupe de tout ce qui est certification et communication. Et donc, je ferai la dernière partie sur les aspects de changement réglementaire en 2025. Sébastien, je ne sais pas si tu veux compléter quelque chose. Non, c'est très bien, merci. Donc, ouais, le webinaire sera en 2 parties. Une première partie qui me concerne surtout moi, et puis il y aura une partie que Céline va faire sur la partie réglementaire, où il y a pas mal de changements en 2025, donc elle vous expliquera tout ça par la suite. Donc, si tout le monde est là, on va pouvoir commencer concrètement. Donc le sommaire, on va d'abord revenir un petit peu sur 2024, voir ce qui s'est passé, dans les grandes lignes, sans en faire non plus des tonnes. Donc quelques états des lieux des cyberattaques, qu'est-ce qui s'est passé, l'augmentation de volumétrie, etc. Un petit focus sur le type des cyberattaquants, il y a des petits changements, pas de révolution, et puis on verra éventuellement ce qui peut nous attendre en 2025. Sachant que les prévisions, c'est un art difficile, surtout quand on veut prédire l'avenir. Donc, on verra l'année prochaine si ça se vérifie. Mais disons qu'il y a des grosses tendances qui sont en place et qu'on va essayer d'analyser un petit peu. Et puis, la partie réglementaire dont j'ai déjà parlé. Donc, 2024. Donc, petit état des lieux des cyberattaques en 2024. Je me suis inspiré d'une étude du CERT Wavestone qui publie en fait une étude assez complète sur pas mal de choses. Alors, le CERT, c'est en fait un organisme qui gère les réponses aux incidents de pas mal de clients. Et ils ont analysé un peu les motivations des attaquants. Il y a plusieurs slides qui sont basés sur cette étude-là et donc qui sont assez intéressantes en termes d'informations. Donc vous pourrez retrouver le rapport complet sur leur site. Là, j'ai fait juste un extrait pour vous expliquer un peu quelques points clés, mais c'est plutôt intéressant. Donc sur la motivation des attaquants, sans grosse surprise, la principale motivation, c'est de gagner de l'argent. Mais la surprise, c'est quand même qu'on est en dessous de 50%. Donc on est vraiment sur des choses qui sont, j'ai l'impression, un petit peu moindres que les années passées. Le gain financier était la principale motivation des années passées. Et puis là, on descend vraiment en pourcentage des choses en dessous de 50%. Après, il y a les 35% d'inconnus, d'indéterminés, on ne sait pas trop, donc voilà, des chiffres à relativiser.
Mais sur les gains financiers, on a un petit détail sur la partie ransomware qui est encore majoritaire cette année avec beaucoup d'attaques par ransomware. J'ai lu hier, j'en ai pas parlé dans les slides, mais que notamment les ransomware peuvent être une première attaque pour simplement pas forcément récupérer de l'argent, mais analyser un peu le système d'information et de pouvoir enchaîner par une attaque de type espionnage par la suite. Donc le ransomware, c'est pas forcément dans le seul but du gain financier, mais ça peut être aussi comme analyse préalable à d'autres choses. Donc ransomware 43%, exfiltration de données qui sont souvent couplées. En fait, aujourd'hui, les attaquants, ils utilisent l'exfiltration de données comme menace en disant si vous payez pas la rançon, non seulement votre système est chiffré, vous n'avez pas accès à vos données, mais en plus, on a sorti les données. Et si vous payez pas, on les divulgue massivement sur le darknet ou sur. Donc c'est souvent une menace supplémentaire. Et puis on a toujours la fraude qui est à 30% de la partie gain financier. Fraude, c'est extorsion de numéro de carte bleue, c'est faux site internet sur lequel on peut acheter des choses, on sera jamais livré, etc., etc. Donc la fraude, ça peut aussi être tout ce qui est les brouteurs. On a eu récemment un exemple de quelqu'un qui s'est fait passer pour Brad Pitt et qui a extorqué 100 000 euros à une pauvre dame dans le sud de la France. Voilà, ça c'est placé en fraude. On a 10% d'espionnage, donc d'espionnage connu en tout cas. Après, on ne sait pas trop combien il y en a d'espionnage inconnu. J'imagine que c'est un peu plus. Et aujourd'hui, avec le contexte géopolitique actuel, c'est vrai que tout le monde espionne tout le monde. Et la cyberguerre rentre clairement dans cette catégorie-là. Et donc, c'est pour espionner des fabricants d'armes, c'est pour espionner des gouvernements, espionner un peu tout et n'importe quoi, y compris dans la guerre économique. Donc, c'est une catégorie qui monte assez fort ces dernières années. À la malveillance interne, celle-là a toujours existé, mais elle continue d'être... On voit auprès de nos clients Kiwi Backup que de temps en temps, on a des destructions de données volontaires par des gens qui s'en vont, des choses comme ça. Donc attention à ne pas négliger cette menace quand même dans vos analyses de risque. Et puis indéterminé, c'est quand on ne sait pas. Donc, je ne sais pas non plus. Au niveau des cibles, là il y a des choses assez intéressantes, c'est que en fait on voit que la plupart des attaques, si on lit un petit peu les comptes rendus d'attaque quand on en a, parce qu'on n'a pas toujours de détails, mais en fait on cible les grandes entreprises, mais on cible les filiales les plus faibles ou les prestataires les plus faibles. C'est comme quand on veut attaquer un château fort, on attaque le côté le plus faible. Et la sécurité globale repose toujours sur la fenêtre la plus vulnérable. Donc, en termes de cybersécurité, c'est un peu le même principe. Quand on veut attaquer une grosse entreprise type Suez, EDF ou autre, on va pas attaquer directement le siège qui est hyper bien protégé, mais on va attaquer une filiale. C'est le cas notamment d'une attaque que j'avais décrite sur France Travail, où on a attaqué un petit bureau de France Travail via une personne qui s'occupait d'accueillir les gens. Et ensuite, on rebondit une fois qu'on est à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile. Un des enseignements aussi, c'est des attaques de plus en plus rapides. Donc, on a des attaques qui durent moins de 3 jours entre l'intrusion et l'impact. 3 jours, c'est le plus court délai constaté. J'ai souvent dit que en fait le délai de détection de l'attaque était assez long et qu'il fallait un historique de sauvegarde assez long. Là, c'est un petit peu à contrario de ce que je dis d'habitude, mais ça ne veut pas dire que les gens sont pas présents dans le système depuis longtemps. Donc, il faut quand même se méfier de ça. Mais voilà, on a des attaques qui vont beaucoup plus vite, essentiellement aussi grâce à de l'IA ou des choses comme ça qui permettent d'automatiser le travail des attaquants.
Donc voilà, il présente un petit exemple là. Un attaque via une passerelle VPN. En 2 heures, il est administrateur de compte Active Directory. Ensuite, il exfiltre massivement les données. Donc c'est la partie qui prend le plus de temps. Donc pendant 2 jours, on sort les données pour avoir un moyen de pression sur l'attaque. Et ensuite, on chiffre tout pendant le week-end. Parce que pendant le week-end, personne ne regarde rien et que c'est un bon moyen. Donc voilà, les données métiers sont toujours exfiltrées avant le chiffrement. Aujourd'hui, les ransomware qui font que du chiffrement sont de plus en plus rares. Aujourd'hui, on sort les données avant, on les chiffre et ça nous donne un moyen de menace qui peut servir aussi pour de l'espionnage et un moyen de pression sur la cible pour faire payer la rançon. Un autre point important, c'est que les sauvegardes sont souvent ciblées dans les attaques. Donc évidemment, les attaquants, ils savent que les gens font des sauvegardes. Et si on veut avoir un impact sur un système d'information, il faut détruire la sauvegarde. Donc dans 90% des attaques ransomware, on prend en compte la sauvegarde. Donc quand il parle de sauvegarde, il parle de différents types de sauvegarde, soit locales. Alors, si on copie un fichier d'un dossier à l'autre, en gros, les deux sont chiffrés, ça sert à rien. Mais il y a des systèmes aussi de snapshot, VSS ou des choses comme ça, qui sont détruites par les ransomware. Donc, dans les ransomware, il y a des systèmes prévus pour ça. Et on va également attaquer des systèmes de sauvegarde qui sont pas, comment on dit déjà, c'est non modifiable. Immuable, voilà, j'ai toujours du mal à retrouver le terme. Donc, l'idée, c'est alors, notre stratégie qui est expliquée là, c'est de désactiver le système de sauvegarde. Donc, là, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des sauvegardes qui sont dites automatiques, mais sans surveillance, et donc ils s'en rendent pas compte. Et on attend la fin de la période de rétention, et ensuite on déclenche l'attaque. Donc ça, c'est l'exemple qui est expliqué là. On attend 10 jours, une durée de rétention de 10 jours, on a arrêté les sauvegardes pendant 10 jours et ensuite on attaque. Et donc même si elle est immuable, ça marche pas. Donc d'où l'importance d'avoir une sauvegarde qui soit externalisée, immuable et avec une surveillance active des systèmes d'alerte pour détecter que la sauvegarde n'a pas eu lieu. Donc ça, c'était assez intéressant aussi comme élément. Donc j'en ai fini pour la partie Wavesoft de ce rapport, donc je vous inviterai éventuellement à le consulter si ça vous intéresse. Je mettrai le lien aussi dans la description. Je voulais revenir sur une attaque 2024 qui était assez intéressante, c'était l'attaque XZ. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'elle est assez emblématique du niveau de perfectionnement quand même de ce type d'attaque. Qui est a priori attribué à un gouvernement, alors on ne sait pas trop lequel. La personne qui a fait cette attaque s'appelle Yatan, qui est évidemment un pseudonyme. Donc en tout cas, on essaye de faire porter le chapeau à la Chine, ça c'est sûr, avec un nom comme ça, mais ça ne veut pas du tout dire que l'attaquant est chinois. Et l'attaque a duré pendant 3 ans. Donc le principe, juste pour vous expliquer un peu ce que c'est que XZ, c'est une librairie de chiffrement, de compression, pardon, qui est utilisée notamment dans OpenSSL pour le chiffrement. Et OpenSSL, c'est une des librairies de chiffrement la plus utilisée sur Internet par Chrome, enfin tous les navigateurs, tous les systèmes SSL, TLS, etc. La majorité utilise OpenSSL. Et donc, introduire une vulnérabilité dans XZ, ça permet grosso modo d'avoir la main sur l'intégralité des systèmes de chiffrement. Au minimum, la moitié de tout ce qui est au monde basé sur OpenSSL. Et donc, cette personne-là, en fait, Yatan, s'est fait passer pour un développeur de cette librairie-là. Et pendant plusieurs années, donc en 2021, il a créé son compte GitHub et il a commencé, en fait, à proposer des patchs, des modifications de XZ en disant voilà, là, je pense qu'il faudrait mieux faire comme ça, je propose des fonctionnalités supplémentaires, etc. etc. Et puis, au fur et à mesure, il a commencé à gagner la confiance du mainteneur officiel de cette librairie-là.
qui a dit bah ce gars-là il sait faire les choses, visiblement il est compétent sur le développement, je vais lui donner de plus en plus de tâches, il peut s'occuper d'un certain nombre de tickets, etc., etc. Et puis à un moment vers 2023-2024, ils ont organisé, ils ont fait pression en gros sur le mainteneur de la librairie à plusieurs avec d'autres faux comptes, parce qu'évidemment personne ne sait que Yatan c'est un faux compte puisque c'est un peu normal sur GitHub, on échange avec des gens, on ne sait pas si c'est des vrais gens, c'est un petit peu anonyme. Et donc ils se sont mis à plusieurs en disant oui, le mainteneur du projet, il réagit pas assez vite, il faudrait quand même que les patchs soient appliqués un peu plus vite. Ça serait bien d'avoir un mainteneur adjoint qui ait les droits pour injecter du code dans XZ, etc., etc. Et donc Yatan a dit oui, moi je peux m'en occuper. Il y a 4 autres personnes dans la liste de diffusion qui ont dit bah oui, ça serait bien quand même parce que toi t'as pas le temps, il faudrait avoir un deuxième mainteneur. Et du coup, ce Yatan est passé mainteneur officiel de la librairie. Et à ce moment-là, il a commencé subrepticement à introduire des failles de sécurité, donc des failles volontaires, ce qu'on appelle des backdoors, au sein de cette librairie-là, mais uniquement sur la version compilée. Donc si on va sur le code source officiel, on ne le voit pas. C'est fait de manière très très subtile pour que en fait c'est uniquement la librairie compilée et distribuée dans toutes les distributions Linux qui est infectée et pas la librairie le code source. En fait, si on lit le code source, on ne voit pas la faille. Et donc il a introduit ça dans une version, je ne sais plus le numéro de version, du coup cette version a commencé à être diffusée auprès des librairies, des utilisateurs. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des attaques par chaîne logistique, parce que c'est des librairies qui sont utilisées par beaucoup de logiciels, y compris des logiciels de firewalling, etc., etc., y compris voilà, des navigateurs, etc., etc. Et donc, cette attaque a été découverte par hasard par un gars qui faisait en fait des tests de performance sur son logiciel et qui a vu que tout d'un coup, entre une version précédente et la future, il y avait beaucoup de lenteur et il n'a pas trouvé ça normal et il a creusé pendant plusieurs jours pour savoir pourquoi est-ce que tout d'un coup ça mettait de la charge sur son serveur. Et il a découvert par hasard cette faille. Mais voilà, c'est vraiment un hasard et elle aurait pu très bien passer inaperçue. Et il se trouve qu'elle a été découverte à temps pour éviter que ce soit déjà massivement distribué, parce que sinon ça aurait été vraiment une faille critique qui aurait pu être exploitée, en l'occurrence par le groupe qui a commandité cette attaque, mais heureusement ça n'a pas été le cas. Maintenant, ce que je dis là est tout à fait valable et pourrait être mis en place sur n'importe quelle autre librairie externe. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle des attaques par chaîne logistique. Pour avoir les moyens de faire une attaque de ce type-là, il faut quand même être un organisme qui est capable de payer un développeur pendant 3 ans pour prendre le temps de gagner de la confiance, de proposer des patchs, etc., etc. C'est pas du tout à la portée de n'importe qui. C'est pour ça que voilà, il est très fortement pressenti que ce soit une attaque d'un groupe gouvernemental avec des gros moyens, sachant que s'ils l'ont fait sur cette librairie-là, j'imagine que quand on monte ce type d'attaque, on va le faire sur plusieurs cibles différentes. Celle-là a été détectée, on a assez bien documenté, mais on peut imaginer qu'il y en a d'autres. Et donc, on n'a pas fini de voir les failles aujourd'hui sur les choses. Alors, on dit souvent que cette attaque, c'est le problème de l'open source, parce que n'importe qui peut contribuer, que en fait, il suffit de prendre du logiciel propriétaire et qu'il n'y a pas de problème, etc., etc. Faut savoir quand même que dans la plupart des logiciels, il y a des dépendances externes qui sont open source. Donc, c'est pas parce que vous achetez un firewall ou n'importe quoi sur le marché qu'on ne peut pas être concerné par cette librairie-là. Chrome utilise OpenSSL, la plupart des navigateurs utilisent OpenSSL, etc., etc. Donc cette attaque, elle marche sur l'ensemble de tous les logiciels du monde.
à moins d'avoir un logiciel qui est écrit de zéro à partir en assembleur depuis rien du tout, ce qui n'existe pas. Donc c'est pas du tout un problème qui est concerné uniquement par l'open source, mais qui concerne tout le monde et qui est, à mon avis, une des problématiques majeures aujourd'hui sur la cybersécurité en 2025. Donc j'ai été un peu long sur cette attaque, mais je pense que c'était un peu intéressant de regarder ça en détail. Donc je vais aller un petit peu plus vite pour le reste, pour laisser un peu de temps à Céline, parce que c'est impatient. Les typologies des attaquants, donc on a toujours un petit peu 4 grandes familles. Donc les cybercriminels, donc ça c'est mafia en tout genre, qui est Logbit, Alphabet, Black Cat, etc. Dont les motivations sont essentiellement financières, et l'objectif c'est par tout moyen de racketter et de récupérer de l'argent. Donc ces groupes-là sont très bien organisés, très nombreux et attaquent massivement. Voilà, Logbit a attaqué 5 ou 6 hôpitaux en 2023-2024, continue de le faire. Ils prennent les cibles les plus vulnérables et puis celles qui rapportent le plus avec le plus gros ROI. Donc je dirais que voilà, aujourd'hui les cybercriminels c'est quand même 60% des attaquants. Mais on trouve aussi en marge des groupes sponsorisés par les États, donc la Russie, la Corée du Nord, la Chine, j'oublie pas les États-Unis, l'Europe, etc., etc. Aujourd'hui, voilà, on peut dire que c'est que les méchants qui sont. Mais la cyberguerre et l'armée cyber, elle existe dans tous les pays aujourd'hui, y compris les plus démocratiques. Et construire une armée cyber, ça coûte beaucoup moins cher que construire une arme nucléaire ou une armée traditionnelle. Et donc c'est pour ça qu'on a pas mal de petits pays, voilà, je pense notamment à la Corée du Nord, qui a investi massivement dans une armée cyber, parce que recruter 500 ingénieurs spécialisés, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter des tanks et des chars et des avions. Donc on peut voir notamment des petits pays qui sont très très avancés sur cette problématique-là. Et je rajouterais aussi que ces groupes sponsorisent parfois les cybercriminels de la première catégorie. C'est de notoriété publique que la Russie tolère sur son territoire un certain nombre de groupes cyber, à condition qu'ils n'attaquent pas la Russie. Donc ils disent, ok, vous faites ce que vous voulez, vous faites de l'argent, mais si on a besoin de vous, on vous appelle, et puis vous nous aidez dans une attaque étatique. Donc les deux premières catégories sont relativement perméables de l'un à l'autre. Le troisième, c'est les activistes. Dans activistes, on entend notamment le groupe Anonymous qui veut défendre en fait la liberté d'expression sur Internet, etc., etc. Donc là, l'objectif, c'est pas de gagner de l'argent, mais c'est comment dire ça, d'être activiste au sens classique du terme, donc avec un A et pas avec un H. Mais l'idée, voilà, alors notamment on trouve des groupes écologistes, extrémistes, on trouve un peu de tout dans ces types-là. Des gens qui veulent révéler qu'il y a des conspirations, etc. Il y a un peu de tout dans cette catégorie-là. Et puis le dernier groupe, c'est des opportunistes, dont on appelle aussi parfois les script kiddies. C'est des gens pas forcément très très compétents, mais qui ont récupéré un script sur Internet qui balaye l'ensemble des IP d'une certaine plage et par chance, ils tombent sur un truc ouvert et puis qu'ils vont essayer de faire 2-3 choses ou éventuellement essayer de placer un petit rançongiciel. Ce qu'on voit de ces dernières années, c'est quand même une professionnalisation croissante. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 3 ans, les script kiddies étaient majoritaires. Si on avait le minimum de protection, on était à peu près tranquille. Aujourd'hui, les nouveaux rançongiciels sont vraiment très évolués et utilisés avec des gens compétents derrière et professionnels. Un groupe cyber comme Logbit sont des gens très très compétents et professionnels et ils ne vont pas s'arrêter au premier firewall qu'ils trouvent. Donc attention à ça et c'est important de le savoir.
2025. Donc, quel type de cyberattaque en 2025? Voilà, j'ai résumé ça avec la phrase l'humain est toujours l'humain. Aujourd'hui, l'humain est la cible première parce que le facteur humain, c'est plus compliqué à maîtriser. Le facteur technique, aujourd'hui, plus personne ne laisse des ports ouverts ou des choses comme ça. On peut patcher les choses. C'est relativement facile d'être à peu près à jour sur tout ce qui est technique. Sur ce qui est humain, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, le premier facteur d'intrusion dans une entreprise, c'est le phishing. On envoie des mails avec des pièces jointes qui sont corrompues. Ça marche très très bien et ça continue de marcher très très bien. Et c'est très compliqué à endiguer parce que former 3000 salariés dans une entreprise au phishing, à savoir détecter un phishing, à savoir ne pas cliquer dessus, c'est compliqué parce que sur 3000, il suffit qu'il y en ait un qui clique et c'est foutu. Et le deuxième point, c'est l'ingénierie sociale. Aujourd'hui, attaquer un humain, c'est beaucoup plus facile que d'attaquer un serveur avec un firewall, etc. Et on voit sur les dernières attaques, France Travail, par exemple, c'était de l'ingénierie sociale. On cible une personne un peu vulnérable. Il y a eu plein d'exemples aussi d'attaques au président. On peut récupérer 2 millions, 3 millions, comme ça, un groupe criminel simplement avec un téléphone et puis en faisant pression sur une personne vulnérable. Et ça, c'est compliqué à endiguer. On ne peut pas mettre un firewall humain, quoi. Donc, c'est rendu d'autant plus sensible par l'automatisation des attaques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des phishing ciblés sur une personne en sachant que cette personne, elle est client chez Netflix, chez Free. Vous êtes client d'une telle banque, on va vous faire un phishing spécialisé en fonction de votre profil. Et aujourd'hui, avec de l'IA, on peut générer des textes à la volée de manière très très simple, y compris dans l'ingénierie sociale où on peut faire des fausses voix, des fausses visios pour mettre la pression sur les gens. Et l'humain, reste le maillon faible. Et c'est compliqué de se prémunir contre ça. Donc je reviens sur l'IA, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais aujourd'hui l'IA est un outil très précieux pour les cyberattaquants. Les mails de phishing, aujourd'hui c'est très compliqué de faire la différence entre un vrai mail et un mail de phishing et un faux. À l'époque c'était mal écrit, il y avait des fautes d'orthographe, aujourd'hui il n'y a plus de fautes d'orthographe dans les mails de phishing, ils sont très très bien faits. Aujourd'hui, il y a des nouveaux modèles. Alors, on a parlé de ChatGPT, etc. Aujourd'hui, il y a qui sont des LLM. Aujourd'hui, on a des large concept models qui sont des nouveaux modèles d'IA qui permettent en fait de procéder par étapes. Les LLM, en gros, savent générer du texte, mais ça reste assez basique sur de la conception d'attaque. Aujourd'hui, ces types de modèles-là sont capables de concevoir une attaque en plusieurs phases et d'aller concevoir des attaques ciblées. Donc simplement, il faut lui fournir une liste, un petit script en lui disant voilà, tu testes d'abord les firewalls, ensuite tu vas faire ça, quelle est la stratégie à mettre en place, qu'est-ce que tu fais si le port machin est ouvert, etc., etc. Et donc voilà, ces modèles d'IA vont être très très efficaces pour les attaquants. Et puis enfin le deepfake qui permet de faire des fausses voix, d'imiter votre voix. Donc pour des attaques au président, c'est très très efficace. Le président, je prends des exemples comme ça, mais des voix connues ou des voix qui ont été enregistrées sur des webinars dans des forums sont assez faciles avec un petit outil très simple d'apprendre une voix et de la faire dire n'importe quoi, y compris en live. C'est-à-dire qu'on peut, moi je parle et en gros c'est la voix de Emmanuel Macron que vous entendez. Donc je peux me faire passer pour quelqu'un en parlant en direct dans une visio, dans une vidéo avec la voix de quelqu'un d'autre. Donc attention à ça, authentifiez pas les gens par leur voix. Aujourd'hui c'est plus du tout suffisant. Et puis du texte, on peut générer des sites web complets avec des tas d'articles de très bonne qualité pour faire dire tout et n'importe quoi.
Donc l'attaque, l'autre point qui, à mon avis, est une technique qui est technique et humaine, c'est l'attaque par chaîne d'approvisionnement que j'ai un peu décrit tout à l'heure. Et donc l'idée, c'est toujours d'attaquer le maillon faible. Et souvent, on a vu des attaques sur des prestataires informatiques. Donc je vous alerte là-dessus. Attention, si on veut attaquer vos clients, on risque de vous attaquer vous en premier parce que on considère, enfin, l'attaquant en tout cas considère que vous êtes le maillon faible avec un petit peu moins de moyens de temps en temps. Et donc attention sur l'authentification des appels clients. Pour prendre un exemple, j'ai eu l'autre jour un gars qui m'appelle. Il me dit, voilà, votre client Tartampion, je voudrais changer les DNS, est-ce que vous pouvez le faire? J'ai dit, oui, techniquement, je peux le faire, mais vous êtes qui? Comment je sais que vous m'appelez, que vous êtes vraiment mandaté par le client pour faire un certain nombre de choses? Et donc, il m'a passé, parce qu'il se trouve qu'il était chez mon client, il m'a passé au téléphone, et donc on a validé la chose. Mais ça peut très bien être fait par n'importe qui. La liste de vos clients, souvent, est affichée sur votre site web. Trouver des références et de savoir qui travaille pour quelle entreprise, c'est assez facile à trouver aujourd'hui. Et donc, se faire passer pour un prestataire d'un autre client, c'est assez facile. Donc, attention à comment vous identifiez les appels clients et ce que vous faites sur demande d'un appel d'un prestataire sans vérification avant. Ensuite, il y a le point réglementaire aussi, donc j'anticipe un tout petit peu, mais vous avez des responsabilités contractuelles. Attention à avoir un contrat quand on fait de l'infogérance, parce que quand il y a une attaque cyber et que votre client va perdre son système d'information, il va vouloir trouver des coupables. Donc c'est là qu'il faut avoir des bons contrats. C'est pas quand tout se passe bien qu'il faut avoir un contrat. C'est tout le temps. Donc Céline reviendra un petit peu là-dessus sur aussi notamment la chaîne d'approvisionnement, la chaîne contractuelle, la chaîne de sous-traitance, elle doit être assez claire. Et il y a des évolutions réglementaires sur ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger contre tout ça? C'est toujours la même chose, hein. Il n'y a pas de nouveauté majeure là-dessus. C'est la formation des utilisateurs, la sensibilisation. Le meilleur filtre anti-spam aujourd'hui, c'est l'utilisateur, même s'il n'est pas infaillible. Tous les anti-spam laissent de temps en temps passer des choses qui ne sont pas normales. Même au niveau antivirus, voilà, des pièces jointes téléchargées. Est-ce que l'humain souvent est un peu meilleur qu'un antivirus classique? Et puis concevoir des procédures de sécurité, ça c'est aussi de la formation, c'est aussi de l'humain. Comment on identifie les appels entrants? Est-ce que j'ai mis en place une procédure correspondant à ça? Et ça, il n'y a que les utilisateurs, les humains qui peuvent le faire. C'est pas des outils techniques, c'est simplement de mettre en place des choses. Et puis voilà, forcément, faut faire des sauvegardes immuables. Donc immuable, ça veut dire non altérable par un attaquant qui aurait la main complète sur le système d'information. Donc imaginons que votre client il a 100% l'accès à tout le système d'information, les mots de passe d'administrateur. Est-ce qu'il peut détruire les sauvegardes? Posez-vous cette question. Si la réponse est oui, c'est pas une sauvegarde immuable. Donc chez Kiwi, on a des sauvegardes immuables par construction, parce que déjà elles sont externalisées, parce qu'elles sont séquentielles. On ne modifie jamais une sauvegarde, on ne fait que rajouter une couche. Le deuxième point, c'est faire des tests de restauration. La sauvegarde, c'est bien. Le bon paramétrage de la sauvegarde ne se teste que en faisant des restaurations régulières. Est-ce que j'ai bien tous les éléments qu'il me faut pour vérifier que je suis capable de reconstruire le système d'information. Et ça, on le fait en faisant des tests régulièrement. Parce qu'un test un jour n'est peut-être plus valable 3 mois après, quoi. Et enfin, évidemment, l'externalisation de la sauvegarde du SI. Donc la phrase est un peu mal tournée, mais
L'objectif, c'est que la sauvegarde ne soit pas au sein du système d'information, sinon c'est trop risqué. Et le dernier point, c'est les mises à jour de tous les équipements. Donc, j'ai mis le tout entre guillemets, parce qu'on oublie souvent les caméras de surveillance, le petit routeur qui n'avait pas mis à jour, tout ce qui est edge computing ou comment on dit déjà, les objets connectés souvent sont vulnérables et peuvent servir de point d'entrée pour aller récupérer, pour entrer dans le système d'information. Donc il y a eu des exemples notamment sur des imprimantes qui étaient vulnérables. L'attaquant est rentré par l'imprimante et ensuite s'est propagé sur le réseau en rentrant par l'imprimante. Donc ça, c'est important. Surveiller activement aussi ce qui se passe sur le réseau. Si on voit une montée de trafic, des appels sortant vers un serveur qu'on ne connaît pas, c'est aussi des choses qui peuvent alerter. Et le mieux, c'est d'alerter rapidement. Donc ça se passe par une surveillance active, par des EDR ou des choses de ce type-là. Et le dernier point, c'est une authentification qui soit effective. Aujourd'hui, l'authentification par mot de passe, ça marche plus. Les mots de passe sont souvent trop faibles, sont souvent notés quelque part, sont souvent réutilisés d'un point à un autre. Et aujourd'hui, la vraie solution, c'est de l'authentification forte, avec au minimum un double facteur ou biométrique. Voilà, c'est un peu la tendance passwordless pour avoir de l'authentification qui marche bien et éviter les mots de passe, surtout sur des choses sensibles. Donc au minimum une clé publique, clé privée avec une mot de passe de protection de la clé, ça fait au moins 2 facteurs. Une clé, un dongle d'identification, une empreinte digitale ou n'importe quoi, mais quelque chose qui soit un peu plus fiable qu'un simple mot de passe. Et voilà, j'ai terminé pour ma partie. N'hésitez pas à remplir le sondage, notamment. Et puis surtout, si vous avez des questions sur cette première partie, posez-la dans le chat. J'y répondrai à la fin ou Céline répondra dans sa partie si ça concerne la réglementation. Mais voilà, donc je vais passer la main à Céline qui va vous parler des évolutions de réglementation en 2025 et fin 2024. Merci à vous. Alors, pour la réglementation, en 2025, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On a notamment 3 directives européennes qui vont être applicables. Certaines le sont déjà, et 2 mises à jour de normes importantes, donc la norme ISO 27001 qui était jusqu'à présent en version 2013, qui va passer en version 2022. Ça signifie que 2022 plus 3 ans, on a jusqu'à octobre 2025 pour se mettre à jour, et HDS qui passe à la version HDS 2. On va voir un petit peu plus en détail. Au niveau des 3 directives, donc, je vous ai fait un petit tableau comparatif. En fait, les 3 directives ont été adoptées au niveau de l'Union européenne en décembre 2022. Elles concernent toutes la partie sécurité, mais avec des variantes. On a la directive NIS 2 qui vraiment concerne la partie cybersécurité, donc sécurité des réseaux, des systèmes d'information. Il y a la directive REC, qui, elle, c'est résilience des entités critiques. Elle, c'est plutôt sur les aspects physiques, les infrastructures, des menaces comme le terrorisme, des catastrophes naturelles, etc. Et enfin, la directive DORA, qui, elle, concerne uniquement le secteur financier. Donc, les 3 sont en cours de mise en place. NIS 2 a été normalement applicable depuis octobre 2024. On n'a toujours pas de texte en France d'applicabilité au niveau de la loi française, mais ça ne veut pas dire que la norme ne doit pas être respectée. Donc je vais m'appesantir un petit peu plus sur NIS 2 qui concerne notre sujet de la cybersécurité.
Céline, je t'interromps 2 secondes. On a quelqu'un qui dit qu'il ne s'entend pas bien, donc je ne sais pas si c'est quand même compréhensible ou vous voulez qu'on. Sinon, on peut échanger de poste au pire, mais dites-nous juste si Oui, c'est quand même. je peux essayer de parler plus fort. Non, ça, il y a un Non, il y a souci. un écho. Moi, j'entends un écho aussi, mais pour moi, c'est quand même compréhensible. Mais sinon, on peut juste simplement switcher de poste. Bon, il dit que ça va, donc on continue comme ça. Ça Désolé. va? Ok. Bon, n'hésitez pas. De loin, je me rapproche. Euh, Oui, donc il y a une directive NIS 1 qui date de 2016, qui concernait vraiment des entités critiques. À partir de la directive de 2022, l'Union européenne a décidé d'étendre cette directive à beaucoup plus d'entités. Je vous ai mis le lien là vers le projet de loi, donc ça, sur Légifrance. Ça permet de suivre un petit peu l'adoption par au niveau de la législation française de cette directive. Pour l'instant, c'est toujours en état de projet de loi. Ici, vous retrouvez un tableau qui permet de savoir qui est concerné ou pas. Donc, comme j'avais mis dans le sondage, donc, on a 63% des personnes qui ne savent pas si elles sont concernées. Donc, en fait, vous avez un certain nombre de critères qui concernent la taille de l'entreprise, comme le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, le bilan annuel. Donc, si vous avez un de ces critères, si, et que vous faites partie ou vous travaillez pour le compte d'entités essentielles ou importantes, alors vous êtes concerné. Voilà. Donc, les listes, hein, je vous laisserai regarder, mais les entités essentielles et importantes, on va retrouver là-dedans tout ce qui est transport, santé, l'énergie, la sécurité de manière générale. Donc, vous avez toute une liste on va dire de secteurs d'activité qui sont concernés. Voilà, donc si vous fournissez des services à des entités essentielles ou importantes, potentiellement, elles peuvent vous demander d'être NIS 2. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à peu de choses près, c'est du ISO 27001 un peu light. Hein, donc ça permet de mettre en place des mesures de cybersécurité importantes, déjà se poser des questions sur son existant, quels sont les actifs que l'on doit gérer, quelle est l'analyse des risques liés à tous ces actifs, est-ce que je gère correctement les accès à mon SI, qu'est-ce que je fais en cas d'incident, est-ce que ma chaîne d'approvisionnement est bien sécurisée, qu'est-ce qui se passe s'il y a un incident chez un des fournisseurs, etc. Donc vous avez tous ces aspects-là. Ensuite, vous avez des obligations de notification. Tous les incidents significatifs doivent être transférés à l'ANSSI sous les 24 heures et un rapport détaillé sous 72 heures. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir cette transparence accrue avec les autorités et les clients, et je dirais de manière générale toutes les parties prenantes de votre société. Ensuite, on a un renforcement de la responsabilisation, notamment des dirigeants d'entreprise, au niveau de la cybersécurité, des mesures mises en place. Et on a également, évidemment, des sanctions avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires mondial en cas de non-conformité. Donc, voilà, il est important de savoir si on est assujetti ou non à cette directive pour ne pas risquer d'avoir ces amendes et ces sanctions. Alors, quelques pistes pour s'y préparer. Donc, déjà faire un audit de votre niveau de cybersécurité, mettre en place des processus de détection des incidents, sécuriser toute la chaîne fournisseur, toute la chaîne IT, sensibiliser les équipes, les clients. Donc, là, c'est ce dont Sébastien parlait tout à l'heure avec des volets contractuels, tant en termes de contrat de travail que de contrat client.
Pour moi, la base, ce serait vraiment de commencer par un état des lieux complet du système d'information, qui a accès à quoi, et quels sont les risques inhérents à chaque module, à chaque actif portant ce système d'information. Ensuite, il y a tout un volet documentaire, politique, procédure à mettre en place. Donc, voilà brièvement sur NIS 2. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je bascule rapidement sur ISO 27001 et HDS. Donc, les deux ont de nouvelles versions qui arrivent. Donc, ISO 27001, les entreprises qui sont déjà ISO 27001 doivent passer à la version 2022 avant octobre. Et les entreprises qui sont déjà HDS doivent passer avant mai 2026 à la nouvelle version HDS 2. Les entreprises qui ne sont pas encore certifiées, là j'en vois 22% qui disent qu'elles sont en cours, donc ont dû préparer toute leur certification déjà à partir de ces nouvelles versions des normes. Donc qu'est-ce que ça change? On a déjà une synthèse au niveau d'ISO 27001, on avait 114 contrôles, on passe à 93, vous direz que le gap n'est pas très grand, mais il y a toute une réorganisation au niveau des sujets qui deviennent plus simples. On avait 14 thématiques, on se retrouve maintenant avec 4 thématiques plus synthétiques, donc tout ce qui est organisationnel, l'humain, le physique et le technologique. Ensuite, on a 10 nouvelles mesures qui sont à prendre en compte. Les principales sont essentiellement la veille sur les menaces. Donc, comment est-ce que je mets en place au sein de mon organisation un moyen de savoir quelles menaces pourraient m'impacter. Donc, c'est beaucoup de processus de veille, de s'abonner à des channels d'information pertinents, de remonter les informations des fournisseurs pour être au courant au niveau de toute la chaîne d'approvisionnement. On a également tout ce qui est renforcement de l'authentification, les filtrages web et le monitoring de manière générale. Donc, il y a 10 nouveaux contrôles à mettre en place. En ce qui concerne HDS 2, donc un des objectifs principaux, ça va être de suivre un petit peu la norme ISO 27001-2022, donc de suivre ces changements et d'avoir une approche donc plus structurée de la protection des données de santé. Notamment pour tout ce qui est, je ne sais pas si j'en parle, mais tout ce qui est hébergeur, infogéreur, qui était un petit peu litigieux, personne ne savait trop de quoi il s'agissait. Donc maintenant, on ne parle plus d'hébergeur, infogéreur, c'est vraiment hébergeur tout court. Donc quelqu'un qui veut manipuler des données de santé, les héberger, les sauvegarder, les infogérer, etc., doit respecter cette norme HDS. Les principaux changements, donc on parle toujours de cette fameuse chaîne de sous-traitance qui doit être encore plus sécurisée avec des exigences plus strictes pour les entités qui sont certifiées HDS. Enfin, voilà ce dont je parlais tout à l'heure, donc une distinction plus précise entre les rôles d'hébergeurs et de sous-traitants. Quel est le rôle de chacun dans cette chaîne de sous-traitance et qui doit être certifié HDS ou non. Et clarification des obligations pour chaque acteur. Voilà, donc moi j'ai fini sur ma partie certification. C'était vraiment un balayage rapide de ce qui a changé en 2025. N'hésitez pas à poser des questions. On a une question qui demande si la norme ISO 27001 est obligatoire ou pas. Alors, si vous êtes déjà certifié ISO 27001 sur la norme 2013, cette norme tombe de fait à partir d'octobre 2025, donc là, octobre de cette année, si vous n'avez pas fait les démarches pour passer à la certification sur la norme 2022. Donc, voilà. Après, si vous n'êtes pas soumis si vous n'êtes pas obligé de passer une certification de 27001. Non, voilà. Le fait de passer la norme, de passer ISO, c'est un choix stratégique de l'entreprise par rapport aux clients, parties prenantes. Si vous n'êtes pas certifié aujourd'hui, c'est une décision à prendre au niveau du comité de direction. Il n'y a pas d'obligation.
Sauf si vous voulez du HDS ou conforme à NIS 2. En gros, si on est 27001, on est pas très loin de NIS 2, quoi. En attendant les textes d'application. La deuxième question, effectivement, je l'avais vu passer, mais j'attendais la fin pour y répondre. Est-ce que nous-mêmes, chez Kiwi, on mène des projets de mise en place de sauvegarde immuable chez nos clients? Alors la réponse c'est oui et non. Oui, parce que notre solution en fait qu'on fournit à nos prestataires clients sont des sauvegardes immuables. Mais c'est la partie mener des projets. Aujourd'hui, on n'a pas d'équipe de projet, équipe projet au sens aller faire une analyse, un accompagnement complet sur un projet de sauvegarde. Aujourd'hui, on ne fait pas cette prestation-là. C'est pas impossible qu'on la fasse demain, mais aujourd'hui, on commercialise notre outil, notre service. Et la partie mise en place et déploiement, elle est toujours faite par des prestataires comme vous. Donc, non, on ne fait pas cette partie gestion de projet, mais on fournit les briques pour mettre en place des sauvegardes immuables. Ça, évidemment, on fait. Donc, petit rappel sur le service Kiwi Backup pour ceux qui ne connaissent pas déjà. Donc, on est une entreprise mulhousienne. Alors, malheureusement, on a fait un peu l'actualité ces derniers jours, mais c'est contre notre gré. Donc, 100% française et certifiée HDS et ISO 27001. Donc, on a tout à fait le droit d'héberger des données de santé, des données sensibles, conformes au RGPD, mais ça, normalement, tout le monde doit l'être. Avec voilà, un aspect important sur la sécurisation et sur le management, ce que j'appelle le management de la sauvegarde, avec un tableau de bord de suivi pour les administrateurs pour pouvoir surveiller un parc important de sauvegarde. Quand on a 2 sauvegardes, c'est facile. Quand on doit gérer un parc de 500 machines réparties chez 200 clients, ça devient compliqué de suivre ça avec des rapports de sauvegarde par mail. Donc là, on vous fournit des outils pour faire ça bien, avec une authentification, un historique automatique de 90 jours ou 365, donc pour permettre justement d'avoir quelque chose qui soit suffisamment long pour pallier à des soucis d'attaque cyber, avec une restauration 24 heures sur 24, ça c'est assez classique. Donc voilà, si vous avez des questions supplémentaires sur nos services, j'y viens, sur nos services, je vous invite notamment à nous contacter directement. On pourra éventuellement vous faire une démonstration de ce qu'on fait. Donc effectivement, j'ai vu qu'il y avait une question. Alors, ça, c'est une question assez classique. Qu'est-ce qui se passe si, en fait, vous avez un crypto locker et qu'on fait la sauvegarde après le crypto lockage? Donc, nous, on va, en fait, si les données sont chiffrées pendant la nuit, que nous, on va passer un backup juste après, on va détecter des changements de nom, de fichiers, on va remonter, en fait, on va sécuriser la version chiffrée également de vos données. Mais ça vous intéresse pas tellement. Le point important à voir, c'est qu'en fait, cette nouvelle version de vos fichiers qui est chiffrée va pas remplacer la version bonne de la veille. Elle va simplement s'ajouter comme une version complémentaire de la version précédente. Et donc, vous savez simplement à quel moment ce fichier a été chiffré et vous restaurez la version précédente. Évidemment, vous pouvez pas la modifier puisqu'elle est chiffrée, mais vous avez tout à fait 90 jours pour aller revenir sur la version précédente et restaurer la version non chiffrée de vos données. Donc, c'est pas du tout un problème qu'un client se fasse chiffrer. On en a eu déjà plein. Il n'y a pas de risque de contamination par le ransomware de notre infrastructure à nous, parce que en fait, les fichiers sont découpés en petits morceaux, sont chiffrés, stockés chiffrés. On n'exécute jamais de code qui provient d'un client. Nous, en fait, on prend que des tas d'octets et on va les ranger dans des petites armoires et on vous les rend quand vous les demandez.
Donc, il n'y a pas de risque de contamination, sachant qu'en plus, on est sur des technologies différentes de stockage. Donc là-dessus, il n'y a pas de risque majeur. Par contre, effectivement, le but, c'est de détecter assez vite ce CryptoLocker. Et pour ça, on vous laisse 90 jours inclus dans le contrat pour faire une restauration et une remontée avant le chiffrement. Dernière question, non, on ne sera pas au FIC cette année. On n'a jamais été au FIC d'ailleurs. Il était question qu'on aille voir pour être présent, mais on n'a pas de stand au FIC. On était à IT Partners pour ceux qui étaient il y a 15 jours maintenant, 15 jours, 3 semaines. On est tous les ans à IT Partners. Je pense qu'on va rester sur ce salon-là qui correspond un peu plus à notre taille d'activité et puis à notre activité. Le FIC est je pense un tout petit peu plus orienté cybersécurité et moins outils de gestion. Donc, voilà, on a choisi plutôt IT Partners, sachant que c'est des salons qui coûtent quand même assez cher et on ne peut pas tout faire. Donc on ne sera pas au FIC, mais on vous invite à nous contacter tout de même et à venir à IT Partners l'année prochaine, c'était sympa. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ici, vous avez donc les coordonnées de Stéphanie, qui est notre directrice commerciale, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions plus précises. Et je rappelle juste que ce webinaire est enregistré, qu'on vous enverra le replay par mail. Et n'hésitez pas à le repartager à vos collègues si vous avez trouvé que c'était intéressant. Et si vous avez trouvé que c'était pas intéressant, peut-être que vos collègues trouveront ça intéressant et donc n'hésitez quand même pas à le repartager. Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et puis à une prochaine fois. Merci. Merci.